matériaux de construction chinois. De nouveaux tests montrent que les fenêtres et portes importées s'effondrent par temps extrêmes. Chaque édifice dans lequel vous êtes entré repose sur une promesse, le matériau qui le soutient ne bougera pas, ne se fissurera pas, ne cédera pas sous le poids qu'il porte. Le béton tient cette promesse depuis 2000 ans. Le Panthéon est toujours debout. Le barrage Hoover résiste encore. On en coule plus de 4 milliards de tonnes chaque année, davantage que toute autre substance sur Terre, l'eau mise à part. Personne ne croyait qu'un substitut moins cher et plus résistant finirait par émerger. Un matériau mis au point en Chine pourrait bien avoir tout changé. Si vous aimez les récits sur les percées techniques qui redessinent en silence le monde bâti, abonnez-vous. Cette histoire va plus loin que vous ne l'imaginez. Prenez un fragment de béton durci, vous le sentez tout de suite, dense, froid, plus lourd qu'il n'en a l'air. Ce poids, c'est la résistance à la compression, l'étalon absolu de l'ingénierie des structures. Un béton classique encaisse sans broncher 25 à 40 mégapascales. Les formulations haute performance dépassent les 100. Il est stable, moulable à volonté, adossé à une chaîne d'approvisionnement. Aucune solution comparable n'approche un tel équilibre économique. Mais le béton souffre d'un défaut contre lequel nul n'a jamais trouvé de parade. Il se fissure dès qu'on le met en traction. Le remède, connu depuis l'époque romaine, consistait à noyer des armatures d'acier qui reprennent cet effort. Ce matériau composite est devenu la colonne vertébrale du monde moderne. Le hic. L'acier se corrode partout où l'humidité, les chlorures et l'oxygène cohabitent. Autrement dit, dans chaque ville côtière, sur chaque route que l'on sale en hiver. La rouille gonfle et fissure le béton de l'intérieur. Ce phénomène, qu'on appelle l'éclatement par corrosion, est la première cause d'effondrement des structures en béton dans le monde, et il reste invisible jusqu'au jour où il ne l'est plus. L'American Society of Civil Engineers chiffre à plus de 500 milliards de dollars le retard d'entretien des infrastructures en béton aux États-Unis. L'acier noyé dans le béton porte en lui une horloge programmée, non pas un défaut de conception, mais une loi physique. Les ions chlorure rongent la couche protectrice de l'acier et déclenchent une réaction irréversible. Un tablier de pont renforcé en climat froid tient entre 40 et 70 ans avant que la corrosion ne devienne structurelle. La Banque mondiale estime que les économies en développement dépensent plus de 100 milliards de dollars par an rien que pour réparer ces dégâts. Dans les mégapoles côtières, Jakarta, Mumbai, Lagos, Miami, l'air salin attaque l'acier plus vite que le sel de déneigement. Et certaines structures maritimes montrent des dégâts en moins de 15 ans. Le plus cruel tient à la géographie, les endroits qui ont le plus besoin d'infrastructures durables et abordables, les villes côtières en pleine explosion, sous des climats chauds et humides, sont précisément là où le béton armé se dégrade le plus vite. Des décennies de solutions partielles, armature époxy, acier inoxydable, protection cathodique, adjuvants hydrofuges, repoussent l'échéance, mais ne touche pas à la chimie du problème. Elle gère sans résoudre. La vraie question était de savoir si l'on pouvait concevoir un matériau structurel dépourvu de cette vulnérabilité dès le départ et à un coût assez bas pour le déployer à l'échelle d'une civilisation. En 2018, des équipes de recherche chinoises ont commencé à y répondre avec des données difficiles à ignorer. L'université Tongji de Shanghai s'est associée à l'Institut de technologie de Harbin et à l'Institut de Ningbo, rattaché à l'Académie chinoise des sciences, pour mettre au point un composite cimentaire fibré à ultra haute performance. Une géographie délibérée couvrant le littoral de Shanghai, les hivers de Harbin et le tissu industriel de Ningbo, un triangle d'essai capable d'affronter tous les climats à la fois. L'idée de départ est presque trop simple. Au lieu d'ajouter de l'acier après coup, la matrice pourrait-elle redistribuer les contraintes avant qu'une fissure n'apparaisse, non pas en devenant plus dure, mais en se déformant avec plus de souplesse? Les premiers bétons fibrés partaient d'une bonne intuition, mais leur mise en œuvre était bancale. Les fibres bloquaient les fissures une fois amorcées en mode réactif, la fissure continuant de se former pendant que les fibres ne faisaient que la ralentir. Les équipes chinoises ont renversé la logique, concevoir le lien fibre-matrice pour que la traction déclenche d'un seul coup des milliers de micro-fissures contrôlées, répartissant la contrainte dans tout le volume au lieu de la concentrer en un point. Imaginez une vitre et un filet de pêche soumis à la même traction. Le verre explose en un seul point, le filet répartit la charge sur chacun de ses nœuds.
La percée a consisté à doser le lien entre des fibres d'alcool polyvinylique, plus fines qu'un cheveu humain, et la matrice, assez faible pour permettre un arrachement contrôlé, ce qui déclenche la microfissuration, assez fort pour transférer d'abord la contrainte. Mettre au point la bonne chimie a pris 4 ans. Ce qui en est sorti n'avait encore jamais été vu. Restait à savoir si cela survivrait au monde réel. Voici le chiffre qui suscite le plus de scepticisme. La résistance à la compression en laboratoire, 40 à 80 mégapascales, est comparable à celle d'un bon béton conventionnel, pas 5 fois supérieure. Les 500% concernent la ductilité en traction. Le béton ordinaire rompt en traction aux alentours de 0,01% de déformation. Le HDC tient jusqu'à 5%, soit environ 500 fois plus de capacité de déformation, la propriété qui détermine si une structure se fissure et laisse entrer l'humidité. La corrosion s'accélère dès que les fissures atteignent environ 0,1 mm. Les microfissures du béton ductile à haute performance ou HTC limitent leur largeur à 0,06 mm sous charge normale, bien en dessous de ce seuil. En milieu marin, une structure en HTC n'a tout simplement plus besoin d'armature en acier pour résister à la traction. Supprimez l'acier, vous supprimez le compte à rebours. Un second avantage est apparu presque par hasard, les séismes. Parce que le HTC répartit les contraintes via un réseau de microfissures plutôt qu'une ligne de rupture unique. Il absorbe une énergie sismique qu'un béton classique ne peut tout simplement pas encaisser. Des essais sur table vibrante à l'université Tongji ont montré des murs en HTC survivant à des cycles de déformation latérale qui auraient détruit des structures identiques en béton armé avant de revenir plus près de leur forme d'origine. C'est ce qu'on appelle le déplacement résiduel, le facteur qui détermine si un bâtiment peut être réintégré en toute sécurité après un séisme. Le HTC surpasse déjà son rival historique sur un terrain bien précis aujourd'hui, les couches de roulement des tabliers de pont où il adhère parfaitement au béton existant et résiste aux fissures de gel-dégel. Des chantiers dans la province du Jiangsu ont duré 3 à 4 fois plus longtemps que les revêtements classiques. La question n'était plus de savoir si le HDC fonctionnait, mais qui allait bâtir la chaîne logistique pour le produire à grande échelle. Cette transition n'a pas commencé par un bâtiment emblématique, mais par une route. En 2020, un tronçon de 200 mètres de l'autoroute G50 Shanghai-Chongqing a été refaite avec un revêtement en HDC en utilisant des engins de pose standards et des protocoles de malaxage adaptés. Après 24 mois, sous le passage de 12 000 poids lourds par jour, les relevés n'enregistraient aucune propagation de fissures mesurables. Les revêtements classiques comparables se fissurent en général dans les 8 à 14 mois. Comme l'a formulé l'ingénieur en chef, l'objectif n'était pas de prouver que ça fonctionnait en laboratoire, mais entre les mains de quelqu'un d'autre. Le détail qui a fait se redresser l'industrie, c'est la fabrication. Le béton HTC ne réclame aucun équipement exotique en centrale classique. Juste un système de dosage de fibres de précision dont le coût se situe entre 80 000 et 150 000 yuan par installation. Les données issues du pont G50 et des ouvrages qui ont suivi à Wuhan et Nankin ont été versées en 2022 à la Base nationale des matériaux d'infrastructure en libre accès pour les ingénieurs du monde entier. Une seule application a fait la preuve du concept et le bouche à oreille a fait le reste. Aujourd'hui, plus de 340 familles de brevets citent la chimie fondamentale du HTC avec des dépôts aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et au Canada à la date de 2024. Des engagements juridiques, pas des notes de bas de page. BASF a signé un accord de licence d'environ 120 millions d'euros sur 5 ans, couvrant l'Europe et l'Amérique du Nord. De son côté, Lafarge Holcim mène des essais internes en visant un lancement pour 2026. L'Institut japonais du béton a confirmé que le HDC satisfait au seuil de son code sismique, ce qui lui ouvre le marché le plus exigeant au monde en matière de tremblement de terre. Parallèlement, l'administration fédérale des autoroutes américaines a engagé 18 millions de dollars en 2023 pour des essais terrain du HDC depuis le Minnesota jusqu'aux côtes de la Louisiane. Mais le plus puissant accélérateur reste la réglementation carbone. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, pleinement effectif en 2026, attribue un prix au carbone incorporé des matériaux de construction importés. Le HDC, fabriqué en partie avec des cendres volantes et du laitier plutôt qu'avec du ciment Portland, affiche une empreinte carbone incorporée inférieure de 20 à 35% par unité de performance. À partir du moment où le carbone se paye,
Cet écart devient une menace concurrentielle qu'aucun industriel ne peut se permettre d'ignorer. Si le HDC atteint seulement 15% des nouvelles constructions en béton dans le monde d'ici 2040, une estimation prudente, le coût de maintenance évité sur les 50 années suivantes dépasserait les 2000 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB annuel de l'Italie redirigé vers de nouvelles capacités au lieu de la réparation. La production de ciment représente environ 8% des émissions mondiales de CO2, plus que l'aviation et le transport maritime réunis. À ce même taux de pénétration, les économies annuelles de carbone atteindraient près de 200 millions de tonnes, soit l'équivalent de retirer 43 millions de voitures de la circulation chaque année. Mais transformer un matériau prometteur en standard mondial est un long chemin, et les obstacles sont bien précis. La production mondiale de fibres PVA plafonne autour de 80 000 tonnes par an. Pour atteindre une pénétration de 15% d'ici 2040, il en faudrait environ 600 000, une expansion par 7 qui exige 7 à 10 ans d'investissement. Le HDC coûte encore 2 à 3 fois plus cher par mètre cube que le béton standard, même en Chine, et la parité des coûts n'est pas attendue avant 2032. La plupart des pays hors de Chine ne disposent pas de codes de construction spécifiques au HDC, et la révision de ces codes prend de 5 à 8 ans. Reconvertir une main-d'œuvre formée à la méthodologie du béton armé, ce n'est pas un simple déploiement, il faut une décennie entière. Rien de tout cela ne nie ce que la science démontre comme possible, cela dessine simplement l'écart entre ce qui est réalisable en laboratoire et ce qui se passe à grande échelle, un problème de coordination et de politique autant qu'un problème d'ingénierie. Cette histoire, au fond, parle de ce que notre civilisation est capable de construire et surtout où. La qualité des infrastructures a toujours été plafonnée par les limites des matériaux, ce qui était abordable, combien de temps cela durait. Le béton a résolu une partie de l'équation il y a 2000 ans, le morceau laissé en suspens, cette lente dégradation interne de l'acier, coûte aujourd'hui au monde des centaines de milliards chaque année, en frappant le plus durement ceux qui ont le moins les moyens de payer 2 fois. Cette injustice est très précise. L'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et du Sud-Est et les côtes de l'Amérique latine construisent des logements pour les populations urbaines à la croissance la plus rapide du monde, en grande partie en béton armé, dans les conditions côtières tropicales où la corrosion s'accélère le plus vite. Un matériau qui supprime le compte à rebours de la rouille sans surcoût démesuré aide ces régions en priorité, celles qui construisent le plus avec le moins de marge pour l'entretien. Ce qui est véritablement nouveau, ce n'est pas une simple amélioration incrémentale. C'est une matrice structurelle qui absorbe les tensions par répartition souple plutôt que par résistance cassante, sans nécessiter la moindre armature en acier. Les chercheurs ont offert un outil au monde. Reste à savoir s'il sera adopté à la vitesse qu'exige le déficit mondial en infrastructure, une question qui ne relève plus seulement des scientifiques mais des décideurs politiques et des industriels. À l'échelle d'une civilisation, les gains s'accumulent. Chaque ouvrage bâti avec ce matériau, chaque cycle de maintenance évité, chaque ville côtière qui peut désormais construire pour un siècle au lieu de 40 ans. Le béton n'est pas un composant parmi d'autres. C'est le substrat sur lequel repose le monde moderne. Et quand on le fait évoluer, les changements sont lents à s'installer, mais presque impossibles à inverser. Si cela vous amène à vous demander où d'autre la Chine remet en question les hypothèses fondamentales sur les matériaux, le stockage d'énergie offre une réponse tout aussi fascinante. La nouvelle batterie au sodium chinoise, et comment elle pourrait transformer à jamais les véhicules électriques. Ces deux récits partagent un fil conducteur, des équipes qui ne visent pas le haut de gamme d'un marché, mais les limites fondamentales qui déterminent qui aura accès à quoi. Le lien est juste en dessous. Si ce que vous venez de voir a changé votre regard sur le monde bâti, ce qui le compose, le temps qu'il est censé durer, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous pour découvrir les technologies qui le redessinent en silence. Activez les notifications. Et dites-moi en commentaire si un matériau capable de résoudre le problème de la corrosion devient viable aujourd'hui, quel autre compromis d'ingénierie vieux d'un siècle continuons-nous à subir, simplement parce que personne n'a encore bâti le modèle économique pour le remplacer?